La veille, tu peux me voir faire la fête, être à un anniversaire, être toute bien. Puis le lendemain, j'appelle, je dis je peux plus marcher. Salut, je m'appelle Azilise, j'ai 23 ans et je suis là pour partager mon histoire par rapport à la drépanocytose. Alors la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde. Au lieu que tes cellules elles soient rondes comme celles de tout le monde, elles sont en forme de demi-lune, de croissant, de fossiles et puis elles sont un peu plus dures et du coup elles se bouchonnent entre elles, ce qui empêche la circulation du sang et crée des grosses crises de douleur. C'est génétique. En fait, donc le gène qui est mauvais, c'est le S. Par exemple, moi, c'était donc quand tu as un parent qui a AS ou un parent qui est SS ou AS, tu peux être SS. Et moi, en l'occurrence, j'étais SS, donc c'est les deux gènes malades, quoi. Ces crises de douleur, elles peuvent être évaluées à 10 fois ou 20 fois plus douloureuses que celles de l'accouchement. Ça dépend du patient, chacun traverse la maladie différemment. Mais moi, personnellement, je sais que c'était des grosses crises de douleur qui m'amenaient très souvent à l'hôpital. En fait, tout peut déclencher une crise. Donc, il faut savoir qu'on a une hygiène de vie assez stricte. Moi, personnellement, les crises de douleur, elles ont commencé à mon adolescence. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je vivais normalement, voilà, je faisais du sport, il n'y avait pas de soucis. Sauf que quand j'ai commencé à grandir, vers mes 13-14 ans, j'ai commencé à avoir des crises de douleur. Donc, au début, c'était super bizarre pour moi. Chaque fois que ça se manifestait, c'était dans des douleurs dans le dos ou alors dans les jambes. Et du coup, ce qui faisait qu'au début, j'avais très mal. Je ne pouvais pas aller à l'école ou je ne pouvais pas sortir. Et puis, on essayait de le calmer avec un Doliprane. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, je devais finir à l'hôpital et être la plupart du temps sous morphine. Et les douleurs, ça dépend, ça pouvait durer de 2 à 3 semaines. On est diagnostiqué très souvent à la naissance. C'est pas parce que tu es des fois porteur du gène que tu as forcément les symptômes. C'est pour ça que je dis que, par exemple, il y a des drépanocytaires qui vivent très bien, qui n'ont pas forcément de crise parce qu'ils ont un traitement qui supporte bien. Moi, il faut savoir que du coup, dès ma naissance, donc j'ai eu un traitement. Au bout d'un moment, mon corps voulait peut-être plus accepter le traitement et ce qui fait que j'ai enchaîné crise sur crise. C'est une maladie assez délicate, c'est compliqué, ça relève de la douleur. C'est juste, on va dire, la prise en charge qui n'est pas tout le temps super bonne. Parce que par exemple, je sais qu'une fois, je suis restée aux urgences pendant des heures. Au final, j'ai eu la prise en charge super tard. Et je pense que même il y a des fois où je m'évanouissais en fait. Moi, il faut savoir que je suis passée par tous les traitements pour la drépanocytose. Donc, on a un médicament qui s'appelle le cyclose. Il y a les antibiotiques à prendre tout le temps. Il y a les échanges transfusionnels. On t'enlève du sang, on te met du nouveau sang pour essayer de calmer les douleurs. Mais moi, il n'y a rien qui ne fonctionnait, mais vraiment rien. Et c'est vraiment quand je suis du coup arrivée au lycée où là, j'ai fait du coup un AVC et qui a fait que je suis tombée 3 jours dans le coma. Quand je me suis réveillée, vraiment, je ressemblais, j'étais un légume. J'avais du mal à marcher, j'avais du mal à parler, vraiment à tout faire. Je suis restée pas mal de temps à l'hôpital, à peu près 2 mois. À partir de ce moment-là, c'est là où on m'a proposé la greffe de moelle osseuse. Mais du coup, c'était la première fois que j'entendais parler de la greffe de moelle osseuse, qu'on pouvait éventuellement guérir de cette maladie. Il faut savoir que c'est un processus assez lourd et compliqué. Déjà, il faut trouver un donneur. Généralement, il faut que les donneurs soient compatibles à 100% pour éviter tout risque. Sauf que moi, du coup, ma donneuse, c'était ma maman et elle était compatible qu'à 50%. Du coup, j'ai fait une greffe haplo identique. Il fallait prendre beaucoup de précautions, mais ils m'ont clairement fait comprendre que ça, c'était vraiment la dernière solution. On m'a dit, sinon, Azilise, tu vas décéder parce que tu enchaînes trop les crises de douleur. Il faut savoir qu'à chaque crise, ton corps, il est impacté. Il y a des organes qui peuvent se détériorer. Il y a ce qu'on appelle aussi des complications. Il y a l'ostéonécrose où tes os ils commencent à se nécroser. Il y a vraiment plein de complications qui viennent avec la drépanocytose. Une crise de douleur, pour essayer de la décrire, pour que les gens comprennent, c'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'on me roulait dessus ou alors qu'on me poignardait. Vraiment, c'était horrible. Et c'était tout le temps ça. Les crises chez moi, c'était vraiment très compliqué. Donc, quand on m'a proposé la greffe, mes parents, ils étaient ravis. Ma mère, elle était plus que ravie de pouvoir donner. Et du coup, on a commencé tout le processus. Je dis que c'est long parce que j'ai dû passer par une chimiothérapie, du coup. Je l'ai fait, c'était en 2020. Donc 2020, j'avais 18 ou 19 ans. Et après, on doit aller dans une chambre stérile, en fait, parce que du coup, on n'a plus de système immunitaire, plus rien. Et à partir de ce moment-là, on m'injecte du coup les cellules de ma maman. Et après, il faut attendre que le corps accepte déjà, qu'il ne fasse pas un rejet. Et après que mon propre corps commence à produire lui-même du coup de bonnes cellules. Après ça, il y a un traitement anti-rejet pendant 1 an. Et on est suivi
très régulièrement à l'hôpital, c'est une fois par semaine, après c'est une fois toutes les 2 semaines, après c'est... Enfin voilà quoi, ainsi de suite. Je faisais des crises, mais quand j'étais bébé. Donc vraiment dans le berceau. Ma mère me disait que des fois ma main elle enflait, etc. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai eu un traitement très tôt. Comme j'ai pas eu de crise de l'âge de, on va dire, de 1 an à mes 13-14 ans, j'ai pas eu de crise. De base, on vivait pas avec ça du coup. En fait, ça c'est venu d'un coup et c'est venu fort. Tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, j'allais à l'hôpital et du coup, c'était assez lourd, même pour l'école, même au niveau de la famille. Ma maman, je pense qu'au bout d'un moment, elle savait plus quoi faire, comment gérer la situation parce que c'était compliqué. Et puis même les médecins, ils comprenaient pas, pourquoi j'en faisais autant en fait. Et à l'école, bah, tu es la fille malade et du coup, bah, t'es pas tout le temps à l'école, donc tu loupes pas mal les cours. Ça, c'était un petit peu chiant. J'ai toujours été assez douée pour me faire des amis, enfin je suis assez sociable, etc. Ça, c'était pas ça le souci, c'était surtout le fait de pas être comprise. Du coup, j'expliquais juste que bah, je suis malade. La veille, tu peux me voir faire la fête, être à un anniversaire, être toute bien. Puis le lendemain, bah, j'appelle, je dis bah, je peux plus marcher. Je voulais que quand j'étais dehors avec les amis, je suis juste Asilis qui profite. Et puis je voulais gérer ma maladie moi-même comme je le voulais, quoi. Quand je suis arrivée au lycée, vu que j'ai eu énormément de complications, un coup j'étais là, un coup j'étais pas là, vu que j'enchaînais hôpital-maison, j'étais très très maigre, donc t'as le regard des autres, c'est très compliqué, quoi. J'ai mis énormément de choses de côté parce que faut savoir que je faisais de la gymnastique, donc moi j'aimais beaucoup ça, sauf que j'ai dû arrêter du coup. Je faisais du théâtre, ça par contre j'avais continué parce que j'aimais beaucoup l'acting. Mais tout ça, à un moment, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, j'étais trop malade. Je me suis toujours dit, un jour, quand je vais guérir, je pourrais reprendre tout ça, mais pour l'instant, concentre-toi sur avoir la santé et être bien. Moi, il faut savoir que je suis croyante. Du coup, je priais énormément. J'avais du mal à gérer la douleur à la maison. Vraiment, parce que les Doliprane, du coup, ça faisait rien, ça faisait pas effet. Il fallait quelque chose de plus fort pour calmer. Ça m'aidait. Parce que, bon, même si j'allais à l'hôpital pour calmer les douleurs, l'hôpital, moi, au bout d'un moment, je l'ai vu comme une prison, hein. Tout le temps à l'hôpital, j'en pouvais plus. C'était vraiment fatigant, épuisant. Mais ouais, c'est pour ça que je m'étais accrochée à la prière. J'ai fait un AVC, donc j'étais dans le coma. Ensuite, je me suis réveillée, j'avais quelques séquelles, etc. Il faut savoir que du coup, pour l'opération, on m'avait rasé la moitié du crâne. J'étais pas contente, vraiment, je me sentais pas belle, etc. Et on me présente la greffe de moelle osseuse. Parce qu'on me dit que là, Asilis, ça commence à être dangereux, tu fais trop de crises, donc on te présente la greffe de moelle osseuse, etc. À ce moment-là, j'avais de l'espoir. J'avais un petit peu peur parce que je sais que je devais rester longtemps à l'hôpital. Et sachant que c'était dans une chambre stérile, donc on n'a pas le droit au contact. Les parents, ils peuvent venir, mais pas beaucoup. Il faut qu'ils soient en combinaison, pas le droit au toucher, etc. Donc c'est vraiment toi et toi-même dans cette chambre. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. En plus, c'était la période du Covid. Au début, on ne savait même pas si du coup l'intervention allait pouvoir se faire à cause du Covid. Au final, ma pédiatre, elle avait été incroyable. Elle avait dit non, Asilis, c'est celle qu'on garde sur la liste, on lui fait cette année. Et du coup, ça a pu se faire. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Même après la greffe, c'est encore un autre combat. C'est un combat différent, mais c'est encore un autre combat parce que déjà, tu as une tonne de médicaments à prendre, anti-rejet. C'est lourd, ça te fatigue. On te fait une greffe de moelle osseuse. Donc, il y a tout qui s'enlève, notamment les vaccins. Les vaccins sont à récupérer petit à petit. Je ne peux pas tout récupérer d'un coup. Du coup, j'ai attrapé une méningite. C'est une bactérie qui inflamme les tissus de ton cerveau. Et j'ai commencé à halluciner et j'ai fait 3 semaines en réanimation. À un moment, j'avais toute la partie droite de mon corps qui était bloquée. Ça aussi, c'était horrible. On a aussi des restrictions alimentaires. Faut vraiment faire attention. Pendant ces 1 an, voire même, je dirais 2 ans, faut faire attention à tout. Donc voilà pourquoi la greffe, c'était aussi compliqué. Je sais qu'on surveillait beaucoup mes globules blancs. Fallait qu'ils augmentent, etc. Évidemment que la moelle osseuse, pas qu'il y ait des rejets en fait. Donc c'était ça qui était tout le temps, constamment surveillé. Il ne faut pas que tu attrapes d'infections,
de bactéries, etc. Donc, tu as beaucoup de restrictions. Il faut que tu manges sainement. Donc, à ce moment-là, on m'avait mis en place une diététicienne. Les relations charnelles, etc., on n'a pas le droit non plus. Et le contact avec les autres aussi, j'avais pas le droit, j'étais obligée de rester à la maison. J'avais pas le droit de sortir. Donc, ça, c'était pendant 6 mois. C'était compliqué parce que du coup, pendant une bonne partie de ma vie, donc j'étais malade. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que la maladie, c'est aussi beaucoup dans la tête. Donc le après-greffe où j'avais perdu mes cheveux, j'avais des petits soucis de peau. Et en fait, je me sentais tout simplement plus femme. Vraiment, je me trouvais extrêmement pas jolie. Parce que voilà, je fais 1m73, donc je suis quand même assez grande. Et le fait de ne pas avoir du coup beaucoup de poids, voilà, le regard des autres, etc. Et du coup, le glow-up, comment je l'ai fait, c'est que déjà, ça commence par la prise de poids. J'ai tellement eu un dégoût, je pense, que des médicaments et de tout ce qui allait autour, que je sais qu'au bout d'un moment, je ne mangeais plus assez. Moi, la nourriture de l'hôpital, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je pense que c'était pour ça qu'au bout d'un moment, j'étais en intraveineuse, que voilà, j'arrivais plus à manger. Quand je suis rentrée, c'est vrai que y avait les plats de maman, mais il y avait toujours les restrictions. C'était des plats très précis, très frais, parfois sans même beaucoup d'épices, etc. Mais je sais que les pâtes carbonara, alors au début je n'avais pas le droit parce qu'au début j'avais pas trop le droit à la crème fraîche, etc. Mais je sais qu'au bout de quelques mois espacés, que j'ai demandé d'autorisation, j'ai le droit aux pâtes carbo. Et du coup depuis c'est mon plat fave. Pâtes carbo, j'en mange souvent. J'en parle pas trop, mais c'était une époque assez... c'était compliqué. C'était compliqué pour moi au niveau poids. En plus, à chaque fois qu'on te voit, on dit « mais tu manges ?» C'était compliqué. Du coup, j'ai réappris à aimer la nourriture, à bien manger, etc. Et ça, franchement, je l'ai fait vraiment... en soi, c'est récent, 2023. Hein. J'étais pas autant en forme que je suis maintenant. J'ai appris à me maquiller, à bien me maquiller, parce que voilà, les apparences, etc. J'ai appris à me maquiller. Et ça, je pense que c'était vraiment ma safe place aussi, le maquillage. C'est pour ça que dans ma création de contenu, je fais beaucoup de maquillage parce que du coup, j'aime ça. Je trouve que c'est une manière aussi de s'exprimer en fait. Et je pense que le glow-up, ça se fait aussi énormément dans la tête. C'est la confiance en soi. Ça veut dire qu'avant, du coup, j'avais pas confiance autant que ça en moi. J'avais confiance en moi, mais c'était pas autant parce que voilà, je savais que j'avais un petit peu ce physique de la fille malade, etc. Que les gens voyaient. Ne plus être malade, ça a apporté une certaine confiance en moi, que ok, je vais bien. Et du coup, je pense que ça a pu aussi impacter le physique. Et en vrai, en soi, quand tu es heureux dans ta tête, quand tu vas mieux, et je pense que ça impacte physiquement. Et j'ai commencé du coup, à prendre soin de moi-même, à faire attention à moi, à me faire plaisir et à être tout simplement heureuse. Et je pense que ça a joué une grande part dans le glow-up et du coup dans ma route pour la confiance en soi. En fait, je pense que c'était peut-être bête à l'époque de penser comme ça, où je suis en mode, mais j'ai pas de cheveux, je suis pas une jolie fille, j'ai plus mes cheveux. Et au final, c'est pour ça que j'ai tout donné pour les faire repousser. Du coup, on a ce qu'on appelle les prothèses capillaires qui sont prescrits par les médecins, ou ce qui est ça, je trouve ça chouette, en fait, que ça soit pris en charge. Mais du coup, même tout ça, on a l'impression de ne pas se sentir nous-mêmes, etc. Mais le fait de se dire que ça repousse en soi, c'est ça qui m'a motivée. Je me suis motivée, j'ai retrouvé toutes les recettes possibles, imaginables, pour pouvoir faire repousser mes cheveux et je l'ai fait. Donc je suis contente et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage même sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez faire pousser vos cheveux, voilà, moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Après une chimiothérapie, je partage mes petites astuces. Donc voilà. Sur le coup, je ne le voyais pas parce que quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite, etc. Ça prend du temps, mais au final, ça finit par arriver. En fait, on me disait, mais oui, mais t'es très belle comme ça, en fait, même sans cheveux, t'es super belle. Je disais que mon problème, surtout, c'était que si c'est un choix, il n'y a pas de souci. Moi, demain, je peux me raser les cheveux. Mais c'est que c'est pas un choix. Ça a été fait contre moi, c'est contre mon gré, c'est comme ça. Donc, moi, pour l'instant, je décide que je veux mes cheveux longs, je veux mes cheveux longs. En soi, moi, je vois des filles aux cheveux courts, etc. Moi, je trouve ça magnifique. Mais c'est juste que quand c'est un choix, c'est différent que quand c'est à cause de ta santé, quoi. Parce que du coup, tu as plus l'impression de ressembler à une personne du coup malade qu'autre chose. Je ne laissais jamais la maladie, on va dire, prendre
prendre sur moi, sur qui j'étais. Et je pense que c'était pour ça, d'ailleurs, c'était un petit mécanisme de protection de pourquoi j'en parlais pas aux autres. Parce que justement, je voulais jamais laisser la maladie prendre ce dessus. Je disais toujours, il y avait toujours dans un coin de ma tête cette histoire de non, ça, tu vas guérir, ça va le faire, tu t'inquiète pas. En 2023, quand on a commencé à me laisser un peu plus de liberté, entre guillemets, par exemple, on m'a autorisée à voyager. J'ai fait mon premier voyage aux États-Unis et je me sentais bien. Mais en fait, dans un coin de ma tête, il y avait toujours le fais attention pas que tu aies une crise qui arrive. Quand j'avais les courbatures, mais j'ai eu tellement peur. Je me suis dit non, j'ai une douleur, est-ce que je vais avoir mal? Je voulais pas finir à l'hôpital, etc. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que bah, c'est dans la tête parce que en fait, tout va bien. Tu vas bien. Fonce, fais ce que tu as envie de faire en fait. Je vais beaucoup mieux, c'est incroyable. Encore là, il n'y a pas longtemps, je me dis, mais en fait, les gens, ils se réveillent, ils ont la santé. Avant que ça nous arrive, il n'y a personne qui peut s'imaginer c'est quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si tu vivais avec une épée Damoclès au-dessus de ta tête. Chaque jour, tu dois chérir parce que la drépanocytose, notre espérance de vie, elle est pas ouf. On nous dit souvent qu'il faut une bonne hygiène de vie, sinon on peut mourir jeune, etc. Du coup, c'est compliqué. Mais là, se dire que, ah bah non, c'est bon, tu vas bien, tu as envie, tu as la santé et surtout que tu peux faire ce que tu veux, oh, c'est trop bien. Bah, en fait, je suis reconnaissante. Donc, tout le temps, je suis contente d'avoir la santé, surtout de ne pas avoir à prendre de traitement. Se lever le matin et juste prendre un petit déjeuner et pas devoir prendre une quinzaine de médicaments, ça fait du bien. Les crises, tout ça, l'hôpital, ça m'a tellement traumatisée, entre guillemets, que maintenant, enfin, je savoure la vie et je suis trop contente. Je sais que c'est petit pour exprimer ce que je ressens, mais je suis juste trop contente d'avoir la santé, quoi. Je pense que c'était vraiment le fait de vouloir vivre. Vraiment, c'est vrai qu'il y a des moments où je me demandais vraiment où où je puisais cette force parce que des fois, c'était vraiment, vraiment fatigant. Du coup, bah, j'ai commencé avec la création de contenu, j'ai commencé avec TikTok, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai l'impression justement de faire mes rêves d'enfant en fait. Du coup, bah, je suis trop contente. Là, j'ai du coup fondé mon association qui s'appelle Le Bien Adi, qui vise à aider toutes les personnes qui ont la drépanocytose et qui sont aussi atteintes d'autres maladies auto-immunes, la leucémie, le cancer. Depuis l'année dernière, depuis 2024, j'ai commencé à en parler et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas par rapport à la drépanocytose. J'ai eu tellement de témoignages, ça m'a brisé le cœur et je me dis, mais on n'en parle tellement pas assez. On n'en parle pas parce que même moi, je pense que si je ne l'avais pas dit sur les réseaux, il n'y aurait personne qui aurait deviné que bah, je suis passée par tout ça. Parce qu'en fait, vu que c'est une maladie invisible, on le garde pour nous la plupart du temps. Mais en fait, c'est là où je me dis non, il faut en parler, il faut sensibiliser. Il faut aussi dire qu'il y a des greffes qui sont possibles et surtout pouvoir se faire tester parce que du coup, on peut éviter d'assimiler parfois ces deux gènes qui sont mauvais, quoi. Avec la plupart des personnes que j'ai grandi, qui ont eu la drépanocytose, je sais que la plupart sont décédées. Une crise peut tuer, hein. Donc c'est quand même une maladie qui tue. Et voilà, c'est pour ça que je continue d'en parler, et que je continuerai d'en parler, et que je veux avec l'association pouvoir aider en tout cas. Je pense que les drépanos, ils ont besoin d'un soutien, mais surtout émotionnel. Parce que du coup, cette maladie, elle touche directement à ton mental en fait. Donc première chose que je dirais, c'est vraiment soutien émotionnel, peut-être un accompagnement aussi psychologique, sensibiliser aussi les personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie, que ces personnes puissent comprendre la maladie, comment aider les personnes qui sont atteintes de cette maladie. C'est pas tout le monde qui comprend et du coup je pense qu'il y a besoin de plus peut-être de conférences pour expliquer et aussi surtout que les hôpitaux soient aussi bien qualifiés pour traiter la maladie parce que j'ai l'impression à travers les témoignages que je reçois que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui sont capables de traiter la drépanocytose. Pourquoi il y a certains hôpitaux qui y arrivent, pourquoi il y a d'autres qui n'y arrivent pas et du coup ouais, sensibiliser par rapport à ça. Je suis contente de ce que je fais. C'est vrai que il y a quelques années, je ne m'aurais jamais imaginé là. C'est pour ça que positivité et que quoi qu'il arrive, bah, ça peut toujours aller mieux. Moi, je regarde du coup Marvel depuis que j'ai 12-13 ans. Et c'est vrai qu'indirectement, en fait, ça te pousse à être forte, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même, en fait. Et je pense qu'indirectement, je puisais aussi ma force comme ça. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ouais, les Marvel, ça a une touche positive, je trouve.
Alors mon petit message de fin, ça serait rester positif, qu'on voit toujours le bout du tunnel et surtout croquer la vie à pleines dents.